On a parlé des projections test et des populations afro-américaines. Faut dire aussi en termes de contexte cinématographique, Conquest sort en plein essor de la blaxploitation. Donc il sort 1 an après le film de Melvin Van Peebles. Donc je vais te laisser dire le titre. Sweet Sweet Badass Song. Voilà, donc avec 3A et 5S. Et donc il y a aussi Shaft, je crois, qui s'est sorti 1 an avant. Ouais, c'est ça, c'est 72, ouais. Je crois, à plus ou moins la même époque, il y a Cotton Comes to Harlem qui sort. Il y a aussi Blackula, Superfly. Ouais, Superfly, ouais, aussi. Il y a aussi The Man qui sort, un film écrit, tiens, par un certain Rod Serling. Et bon, en tout cas, mais c'est vrai que par son petit budget, la violence du film et son propos, Conquest rappelle vraiment pas mal les films de la blaxploitation, quoi. En plus de ça, alors là, c'est aussi quelque chose qui va te parler, parce que on est quand même dans une phase de changement vis-à-vis de ceux qui sont d'habitude considérés comme les bad guys. Voyons aussi comment ont été considérés les Native Americans. On en a déjà un peu parlé, mais regarde, un film comme A Man Called Horse sort en 69. Soldier, un homme nommé cheval, donc voilà, ouais, et Soldier Blue et Little Big Man sortent en 70. Donc on est aussi quand même dans ce contexte-là. On en avait déjà parlé, hein, que. Enfin, toutes les façons, Conquest, il s'intègre très bien dans cette tendance du cinéma américain qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, qui était donc l'éclatement du code Hays, qui était donc le code de censure, et aussi c'était tous ces enfants du baby boom qui en avaient un peu ras-le-bol donc il y a eu le McCarthyisme aussi avant aux États-Unis, et en fait tout est en train d'éclater, quoi. En 68, c'est pour ça, voilà, le fond de l'air était rouge, hein, pour paraphraser Chris Marker à cette époque-là. Et donc dans le cinéma, il y a eu aussi ça, il y a eu une nouvelle vague, comme il y avait eu en France 10 ans avant, dans le cinéma américain, où les thématiques étaient complètement différentes. Il y avait des jeunes loups, des jeunes réalisateurs qui arrivaient, Brian De Palma, Scorsese, même Spielberg aussi, on peut aussi le mettre dans cette famille de réalisateurs-là. Il y a aussi des jeunes acteurs qui arrivaient, des mecs comme De Niro sont arrivés à ce moment-là, Al Pacino est arrivé aussi à ce moment-là, même aussi un réalisateur que j'ai pas cité, mais William Friedkin, qui sera très très important aussi dans cette tendance du cinéma, dans cette vague donc qu'on a appelé le Nouvel Hollywood. Et effectivement, Conquest peut complètement aller dans cette vague-là. C'est des thématiques complètement différentes. On n'est plus sur du cinéma qui est entre guillemets du cinéma de papa, avec un début, un milieu, une fin, et une histoire d'amour où la morale va être sauve, où on va avoir des personnages qui vont finalement trouver leur rédemption, etc. On n'est plus du tout là-dedans. Et pourtant, malgré tout, on peut quand même retrouver dans Conquest certaines choses qui sont pluriséculaires, voire millénaires, si l'on évoque la théorie du héros aux 1000 visages de notre cher ami Campbell. Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, donc... J'avais fait un dossier, il y a quelques temps de ça, dans Geek et Légende, sur justement Joseph Campbell. Et on avait discuté tous les deux, justement du fait qu'on s'était posé la question si César était effectivement un personnage qu'on pourrait qualifier de campbellien, entre guillemets. Donc, juste pour situer, vous recontextualiser tout ça. Donc, Joseph Campbell, c'était un mythologue, donc c'est-à-dire un spécialiste des mythes. Il était aussi anthropologue et philosophe, donc américain, qui est né en 1904 et mort en 1987. Très jeune, il va se passionner pour les contes et légendes au travers des cultures, au travers du temps. Et donc, il va accumuler des connaissances assez énormes sur tout ça, et il va découvrir que tous les mythes au travers des cultures et au travers du temps, comme j'ai pu vous le dire, il possède des points communs. Et ces points communs, il va les exposer dans un ouvrage qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, qui paraît en 1949, et il va y exposer, dans ce bouquin, le principe du monomythe. Donc, le voyage du héros, tel que défini par Campbell, se compose en fait en 12 étapes, et on peut les représenter sous forme d'un cercle, comme sur une horloge, si vous voulez. Alors, donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est donner en fait les différentes étapes, et peut-être essayer de replacer César là-dedans, si tu veux. Je pense même qu'il faut dire aux auditeurs, là, on sort le cahier, crayon 4 couleurs, et on fait le dessin, on écoute ce que dit Fred. Exactement. Étape 1, les amis. Donc, j'écris en vert ou en rouge, monsieur? Alors là, moi, je l'avais mis en bleu sur mon document.
Alors, donc, étape 1, c'est le monde ordinaire. Il s'agit d'une introduction qui met le héros dans son environnement habituel. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est César qui donne des flyers aux passants pour promouvoir le spectacle d'Armando. Bon, et même on pourrait se dire que finalement, cette étape, elle est presque grillée, parce que d'entrée, César, il est mis dans un monde qui n'est pas ordinaire pour lui. Hein, on est d'accord. Ah non, ça se tient. Ouais. Ensuite, la seconde étape, c'est l'appel à l'aventure. L'appel à l'aventure qui va se présenter comme un problème ou un défi à relever. Donc Armando, moi ce que j'avais noté, c'est que Armando doit se rendre au poste de police suite à l'incident. Ouais, bah c'est vrai que moi je l'ai plus vu ça, moi, quand j'ai fait ma lecture campbellienne, je me suis plus dit, c'est le moment où il crie. Lousy human bastard! Où je dis, voilà, il est face à la violence policière et réagit, voilà, c'est sa manière à lui de rentrer dans le conflit quelque part. Mais bon, après, ouais, c'est vrai que bon, celui-là, il est pas forcément évident. Il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus évidents. Mais je te laisse continuer. Donc la troisième étape, c'est ce qu'on appelle le refus de l'appel. Le héros est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu. Donc là, c'est le moment où il va résister, où César va résister à Armando, lui disant qu'il ne peut pas, qu'il peut pas vivre sans lui, en gros, dans cette ville hostile. Ouais, là, c'est obvious, c'est comme souvent on pense à Star Wars, moi, franchement, parce que forcément c'est le calque de la théorie campbellienne. C'est il s'en est jamais caché. Hein, c'est Luke qui ne veut pas suivre Obi-Wan. C'est exactement, c'est exactement la même scène, quoi. Ouais. On est d'accord. Donc il y a ensuite la quatrième étape, c'est l'aide surnaturelle. Le héros est encouragé par un mentor, vieil homme sage ou autre. Quelquefois, le mentor donnera aussi une arme magique. Donc là, c'est le sabre laser qui est donné. Ah pardon, non. Non, là c'est Armando qui est clairement le mentor de César. Bon après, est-ce que indirectement l'arme magique, ce serait pas juste de lui dire cache-toi parmi les tiens? Parce qu'au final, c'est quand même, il lui donne le bon. Ou est-ce que l'arme magique, c'est pas le langage? Ah ouais. Ah ouais, super bien vu, ouais. Tu disais depuis tout à l'heure que en fait le langage était hyper important dans la saga la plaine des singes, même déjà dans le bouquin de Pierre Boulle, quoi. Donc est-ce que c'est pas le langage justement de son arme secrète? Ah ouais, mais c'est super bien vu ce que tu viens de dire là. Tu vois, c'est... Là, je suis scié. Joli. Bientôt, tu vas me dire, putain, mais t'es pas si con, en fait. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait l'entendre. non, mais les poditeurs sont témoins. Non, mais c'est surtout, non, alors, moi, je vais tout dire aux poditeurs. C'est qu'on avait répété cette partie avant. Et ça, tu me l'avais pas dit. Tu m'as pris le cours. C'est vrai. Non, mais j'ai eu un flash. Donc c'est pour ça, je me dis, ouais, putain, ça me scie le fait que t'es, putain, ouais, mais génial, mais c'est trop ça, quoi. Je sais pas si c'est voulu, mais moi je trouve que c'est la meilleure des réponses. Donc l'arme secrète, c'est le langage, clairement. Donc le passage de seuil, donc là on est à la cinquième étape, pardon, le passage du seuil. Donc le héros passe le seuil de l'aventure, il entre dans un monde extraordinaire, il ne peut plus faire demi-tour. Vas-y, je te laisse le dire, vas-y. Bah, moi, je me dis, voilà, il a quitté le cirque, même si ça n'a été qu'évoqué, on ne le voit pas, mais il a quitté le cirque là où il était protégé, et pour se retrouver plongé dans une société totalitaire, donc voilà, pour moi, là, c'est clairement ça. Et le seuil de l'aventure, c'est lorsqu'il rentre dans la cage avec les orang-outans. On est d'accord, là, c'est vraiment, là, ça démarre, quoi. Ouais. Donc, sixième étape, c'est le ventre de la baleine, le héros subit des épreuves, rencontre des alliés et des ennemis. Donc je te laisse dire, vas-y. Ah oui, bah c'est quand il est dans le centre de conditionnement. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi à ce moment-là où il parle chez Campbell qu'il peut aussi recevoir l'aide, tu sais, d'un sidekick un peu. Alors Vas-y, je te laisse. Et aussi quelquefois effectivement le sidekick, il y a aussi la figure féminine qui est souvent qui est évoquée par Campbell. Et là il y a le personnage qui devait être incarné par Lou Wagner mais qui est passé à la trappe au dernier moment, et puis il y a le personnage de Lisa. Il y a Lisa cependant qui est présente effectivement. Donc l'étape 7, c'est l'approche. Le héros atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur, où l'objet de sa quête est caché. Donc oui, là il est acheté par le gouverneur Break, et puis c'est vrai que là tu parles de profondeur, bon voilà, pour le coup il est quand même souvent dans les souterrains, et puis le poste de commande est souterrain, et c'est là finalement qu'il va apprendre beaucoup de choses, quoi. Donc, exactement. Donc ensuite on a l'étape 8 qui est le supplice, la mort et la renaissance. Le héros subit l'épreuve suprême et il affronte la mort. Je crois que là c'est même pas la peine de c'est là pour le coup c'est hyper obvious, ouais. Donc l'étape 9 c'est la récompense. Le héros s'empare de l'objet de sa quête, c'est-à-dire l'élixir, en fait ce que Campbell appelait l'élixir. Donc là pour nous c'était pas si clair que ça là. Mais moi tel que je le verrais quelque part l'élixir un peu, c'est le fait que Break le croit mort.
Et ce qui va lui laisser suffisamment de temps pour faire basculer le... Oui, d'accord, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, je pense que ça peut marcher. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais élixir, non, mais bon, c'est ce qui te ramène à la vie. Bon, là, c'est l'élixir quelque part. Ou alors, ça serait peut-être plutôt l'élixir, ça serait le fait que McDonald's arrive à couper le courant sans que personne s'en rende compte. C'est peut aussi être vu comme ça. Bon, celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux. Autant Est-ce que ça, pour autant, c'est l'objet de sa quête? L'objet de la quête de César, c'est plus de rendre la liberté aux siens, quoi, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être, hein. Donc ouais, après c'était peut-être, enfin tout ça est plus diffus entre guillemets. Donc, ouais, la fin, la partie dont on parlait, le chemin du retour, le retour au monde ordinaire, tout ça c'est pas, voilà, bon, c'est pas super évident quoi. Ouais, après donc on avait la résurrection comme étape 11, donc le héros revient du monde extraordinaire où il s'est aventuré, transformé par l'expérience. Là ça peut être le discours qu'il fait effectivement. Bon. Ouais, quand il prophétise, ouais, Ouais, exactement. Et après, donc l'étape 12, donc c'est le retour avec l'élixir, le retour dans le monde ordinaire et l'utilisation de l'objet de la quête pour améliorer le monde. Donc là, c'est peut-être la liberté qu'il a gagnée qui va supposément améliorer le monde. Ouais, peut-être. Bon, la fin est un peu tirée par les cheveux, mais je trouve que quand même... ouais, on a au moins on retrouve 9 sur 12, hein, ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça qu'on est. On est sur, on est sur du 3 sur 4, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même très bien, ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le schéma de Campbell marche très bien. moi, je dirais plutôt ça, parce que je pense pas... Même si oui, il y a du classicisme dans l'écriture, hein, tu l'as très bien soulevé quand tu parlais du côté péplum. Le fait qu'il l'appelle César, bon, en plus, on peut aussi peut-être y voir aussi une référence à Shakespeare. Non, Shakespeare, il a rien écrit sur César, si. Si, il a écrit oui, Jules César, il y a la pièce Jules César, que Mankiewicz avait mis en scène. J'ai eu un doute soudain en le disant, mais bon. Et Mankiewicz qui avait réalisé aussi Cléopâtre. Putain, tout est dans tout, c'est incroyable. Voilà, puis bon, il est 3h du matin, j'ai eu un doute sur Shakespeare quand même. Voilà, rien n'est de rien, là c'est à 3h du matin, ça commence. Écoute, moi j'aurais envie de dire que là, je pense qu'on a fait notre match. Ouais, c'est clair, je pense qu'on a pris les 3 points, là, on a... Bon, est-ce que tu veux conclure? Moi j'avais écrit une petite conclusion. Non, écoute, vas-y, on va t'écouter là. Je te sens chaud sur la conclusion. Alors, voilà. Tu me la vends depuis le début, depuis qu'on s'est retrouvés sur Skype. Donc vas-y, fais ta conclusion. Non, mais enfin, ce que je veux dire, pour moi, je pense que tu seras d'accord. Voilà, c'est un film qui demande quand même malgré tout un peu d'indulgence. Hein. On a parlé des facilités de scénario. Bon, et après il y a quelques bonnes idées qui étaient dans la novélisation, dans le script originel, ou même dans les adaptations en comics qui sont passées à la trappe, qui auraient pu mettre un peu d'huile dans certains rouages. T'entends Brigitte là ou pas? Un tout petit peu, ouais, j'avais plus l'impression que tu tapais du pied, mais... Non, c'est Brigitte. Ouais, je pense que ça va passer, ça passe. Hein. Arrête de faire chier, Brigitte. Merde. Je vais être dans l'épisode. Tout en défonçant le canapé. Fais chier, hein. Bon, bref. Ouais, donc si tous les films de la saga ont une portée politique, c'est clairement le film le plus politique de tous. Dans Planète, on est dans l'allégorie, dans Conquest, on est carrément dans l'analogie. Voilà, genre, on est parti de quelque chose d'assez universel, de philosophique, pour aller au cœur des problèmes de la société américaine. Donc, ce recentrage avait déjà été amorcé avec Escape, hein, ceci dit, mais c'était encore évoqué que par petites touches. C'était que le sous-texte d'une histoire d'amour tragique. Ici, c'est clairement le thème principal du film. Hein. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'une partie de la critique reprochera au film, hein, de devenir trop monolithique, de devenir une parabole unidimensionnelle. Alors que bon, nous, finalement, c'est pour ça qu'on l'aime. Oui. Donc, en conclusion, je vais emprunter ici une formule d'Eric Green, donc je le rappelle, auteur de Planet of the Apes as American Myth. Donc, dans les 2 premiers films, Planet et Beneath, les personnages se posent cette question, que s'est-il passé? Alors que dans Escape et Conquest, ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de se passer et vers quoi cela nous mène-t-il? C'est profond, hein. Ouais, après, mais ça demande effectivement à être peut-être expliqué, c'est ça. C'est que tu étais plus sur les 2 premiers films de la saga sur du mystère, sur la résolution d'un mystère, hein, c'est ça, autrement dit. Et donc les épisodes 3 et 4 sont plus sur du... j'allais dire, alors je sais pas si c'est très, très, comment dire, correct ce que je vais dire, mais
sur de la prospective, c'est ça. T'es plus sur se demander quel sera l'avenir, quoi. Et puis c'est vrai que la question, Taylor, hein, la question qui se pose tout le temps dans Planète, c'est comment là, est-ce qu'on peut, comment on en est arrivé là? Et alors que là, c'est on est vraiment, comme tu l'as dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? C'est et c'est les questions que se posaient les gens, et c'est dans une société qui est en pleine mutation, et ils ont demandé qu'est-ce que ça va devenir, et au final, c'est toujours la même merde. Et c'est peut-être ça qui est flippant. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé l'écriture de cet épisode, il n'y avait pas encore les événements de Charlottesville n'avaient pas eu lieu, et c'est fou quand même. Cette thématique du totalitarisme, on le retrouve dans le dernier film de la nouvelle saga, dans War for the Planet of the Apes, et c'est eux aussi, quand ils ont écrit le film, Trump était pas encore été élu président, même si on sentait peut-être un peu venir le vent du boulet, mais c'est triste de se dire que malheureusement c'est toujours d'actualité, quoi. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Ouais, c'est ça, c'est vrai que, comment dire, à travers l'histoire, on se dit que l'homme déjà ne tire pas les leçons de l'histoire, et que les temps ont beau changer, la technique a beau évoluer, mais l'homme reste le même, et donc refait les mêmes erreurs, quoi, une sorte d'éternel retour cher à Nietzsche, quoi, un peu. C'est peut-être de la psychologie, un peu de bazar, de la philosophie à dessous que je suis en train de faire, mais bon, ça me semble assez vrai, il me semble. Je crois qu'on va, on va se quitter sur les profondeurs de Nietzsche. Je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Tiens, mon truc il vient de mettre, il était 3h du matin, là il est 2h05, oui, parce que c'est le changement d'heure, voilà, vous saurez tout. On est dans l'heure blanche, c'est ça. Voilà, ouf, c'est bien, on a gagné 1 heure, moi j'ai quand même un peu mal à la tête. Moi je propose qu'on se dise au revoir maintenant. Oui, alors je te laisse faire ta conclusion. Juste, vous conseillez encore une dernière fois, si vous arrivez à voir cette série de reportages sur la guerre du Vietnam, donc de Ken Burns, c'est 9 épisodes de 52 minutes. Ça vaut les meilleures séries que vous avez pu regarder, que ce soit House of Cards ou ce genre de série. Enfin, sauf que c'est avec des vraies images d'archives. C'est absolument extraordinaire, mais c'est vraiment un des gros coups de cœur, de ce que j'ai vu sur les derniers mois. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point le conflit vietnamien a pu être matriciel pour l'histoire américaine, et pour des gens qui, comme nous, aimons le cinéma, on se rend compte de beaucoup de choses, et à quel point ça a pu bouleverser la société américaine, et aussi finalement le monde des années 60-70. Voilà, c'était juste pour ça. Maintenant, je m'en vais sur la pointe des pieds, je vous laisse avec le bon Dr Zaius. Non mais mais c'est quoi, en fait, j'avais quand même un dernier truc de conclusion que je voulais dire finalement. Et peut-être par rapport là j'en reviens un peu à des singes, mais au final, à la fin de ce film, si tu regardes bien, peut-être la conclusion qu'on pourrait dire, c'est que la violence ne permet que de faire passer le pouvoir d'un groupe à un autre, mais le schéma de la haine se perpétue. Ouais. Parce que c'est malheureusement la société des singes va reproduire exactement le même schéma. Oui. C'est juste que les hommes vont remplacer les singes. Bien sûr. Et les mêmes erreurs. Ouais. Et on va voir les mêmes schémas avec Aldo qui va s'opposer à César. À César. Les oppositions entre le docteur Zaius et des Cornelius, effectivement. C'est ça, comme tu disais, oui, c'est ça. Le pouvoir a beau changer de main, finalement les abus seront les mêmes, les raccourcis seront les mêmes, et c'est pas ce qui va faire que ça va aller mieux, quoi. On n'est pas déprimant du tout ce soir. Donc, non, mais c'est vrai, parce que finalement l'oppression a changé de camp. On le voit dans Conquest, quoi. C'est ce que la société des singes fait dans le premier opus de la saga, et pas beaucoup mieux que ce que font les hommes dans Conquest. Hein. C'est même pareil. Hein. Ouais, c'est ça. C'est transposé, quoi, simplement. C'est même pareil. C'est juste qu'ils ont pas exactement les mêmes moyens techniques, mais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme dans Excel, c'est copier-coller. Option transposée, et puis roule ma poule, quoi. Paste special, hop. C'est exactement, c'est ça, ouais. Juste la petite case à cocher transposée, et puis c'est bon, voilà. On vous aura même fait un tuto Excel. Putain, alors là, surtout venant de moi, c'est... c'est vrai, bon.
Non, si je sais faire un VLOOKUP quand même. Et attention, attention. Quand même. Voilà, c'est sur cette très belle parole. Alors on va aussi un peu. D'habitude, on termine toujours avec Rocket from the Crypt. Mais là, j'ai vu qu'on a beaucoup parlé du nazisme, ça m'est venu comme ça. Je pense que je vais vous passer un morceau d'un groupe belge qui s'appelle The Kids, un morceau qui date de 1978 et qui s'appelle Do You Love the Nazis. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt les Spartiates. Salut. La scène qui suit, c'est la scène que tu évoquais lorsque tu parlais de l'aspect un peu péplum du film. C'est la fameuse scène de la vente. Enfin, je dis fameuse scène de la vente aux enchères parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire Oui. par rapport à cette scène. Alors, je sais pas si t'as noté ce que moi j'ai noté. Alors, je ne vois pas ton papier, donc dis-moi. Non, mais quand je disais noté, remarqué. Alors bon, déjà, donc, la mise à prix commence à $800 et finalement, il sera vendu $1 500 au gouverneur et moi, je vais vendre mon chat qui gratte de nouveau à la porte. Alors, il ne faut pas que tu tues le chat, s'il te plaît. Là, tu m'entends peut-être au montage, hein, mais ne tue pas ton chat, s'il te plaît. D'accord ? Cette pauvre bête n'y pour rien. Ne craque pas. Faut que tu tiennes. Ça va aller. Hein ? J'espère que le montage se passe bien. Ok ? Bon, je suis désolé, c'est vraiment chaotique ce soir. Hein. Pas de problème. Non, mais c'est un Je t'ai laissé un petit mot que tu verras au montage. D'accord.